Toute l'année, Sébastien sillonne les routes de France. Des milliers de kilomètres pour traquer les élevages ou les abattoirs coupables de mauvais traitements envers les animaux. Aujourd'hui, il est sur un nouveau coup. Sa cible, un gigantesque élevage de poules pondeuses et de cochons situé en région lyonnaise. Les dessins là, typiques avec une poule pondeuse qui est toute contente et un cochon tout content, quoi. Mais derrière ces dessins bucoliques se cache en réalité un gigantesque élevage industriel, l'un des plus gros de la région lyonnaise. 200 000 poules pondeuses y sont enfermées. L'élevage produit plus de 100 000 œufs par jour et fournit tous les grands supermarchés de la région. Mais l'hygiène et les conditions de vie des poules y seraient désastreuses. Sébastien mène l'enquête. Ah, le petit bijou, le drone. Le petit bijou, c'est un drone dernière génération avec lequel Sébastien va espionner l'élevage. La bête. Il y a une caméra dessous qui est portée par le drone là, dans la nacelle. Et voilà, donc on va voir un peu ce que ça donne, quoi. L'idée, ça serait un peu de montrer, de se rendre compte de la taille d'un bâtiment comme ça. À quoi ça ressemble un bâtiment de poules pondeuses de 200 000 poules pondeuses. Voilà. Et puis voilà, je vais me diriger vers l'élevage. Grâce à cette vue aérienne, Sébastien va pouvoir évaluer la taille des bâtiments et constater qu'aucun animal n'est élevé en plein air. On pourrait se dire, mais où ils sont, quoi? Où sont les animaux? Ils sont empilés les uns les autres. C'est-à-dire qu'on a plein d'espace, on a plein de champs, plein de pâturages. Et qu'est-ce qu'on fait? On a entassé les animaux les uns sur les autres dans ces bâtiments. Donc il faut imaginer, hein, c'est des bâtiments qui font 120 mètres de long. Il y a, je sais pas, à peu près 8 piles de cages qui sont enchaînées, empilées les unes sur les autres. Ah, batterie faible. Donc il va pas falloir tarder à revenir à la maison. Toujours un petit coup de stress là. Si ça y est, on entend. Ces vues aériennes, tournées par Sébastien, sont destinées à montrer au grand public à quel point cet endroit ressemble plus à une usine qu'à un élevage. Mission accomplie. Mais les images chocs, ce sont celles qui ont été tournées à l'intérieur des hangars. C'est un employé de l'exploitation qui les a filmés en cachette et les a envoyés à Sébastien. Les 200 000 poules pondeuses, entassées les unes sur les autres, dans des cages de métal grillagé. Des volailles déplumées, qui ne voient jamais la lumière du jour et ne sortiront du hangar que pour être abattues et transformées en nourriture pour animaux. Jusqu'ici, rien d'illégal. En France, 72% des œufs vendus dans le commerce viennent d'élevages comme celui-ci. Ce qui l'est moins, ce sont ces poules mortes qui ne sont pas ramassées tous les jours. Certains cadavres momifiés semblent même attendre depuis plusieurs mois. Mais ce n'est pas tout. Le sol grouille de larves de mouches. Et les poux infestent les poules et les œufs. Ces conditions d'élevage choquent même certains employés qui ont accepté de témoigner auprès de Sébastien. C'est le cas de ce jeune homme. Ouais, les poulettes, donc c'est l'arrière. Et le bâtiment qui est perpendiculaire, c'est les fientes pour les poulettes? Il a travaillé dans ces hangars pendant plus d'1 an. Franchement, c'est horrible. La façon de faire pour les animaux, ils sont dans des conditions déplorables. Des fois, les robots de nourriture ou d'eau tombent en panne, mais c'est pas grave, on attend pour réparer. Donc des fois, elles passent des jours sans manger, sans boire. La façon de faire avec les animaux, on peut pas, même en prenant sur soi, au bout d'un moment, on est obligé de craquer. Et ça devient impossible de continuer comme ça. L'ancien employé compte sur Sébastien pour rendre publique toute cette affaire. Je veux que ça s'arrête. C'est pas possible. Je veux que je veux que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. J'aimerais bien que les gens qui achètent les œufs, qui soient au courant de comment ça se passe, la production à l'intérieur. Et ça, c'est la spécialité de Sébastien. Révéler au grand public, images choc à l'appui,
toutes les maltraitances dont sont victimes les animaux d'élevage. Son association au nom mystérieux, L214, est devenue l'un des fers de lance de la cause animale en France. Assez le sang versé, assez d'animaux tués, ça fait assez. Aujourd'hui, les Français seraient de plus en plus nombreux à réduire leur consommation de viande et même à envisager de devenir végétariens. Il y a la volonté de se nourrir plus sainement, mais aussi une nouvelle prise de conscience, celle de la souffrance animale. Chaque jour en France, 3 millions d'animaux sont abattus pour servir de nourriture. Et souvent, dans des conditions inhumaines. C'est ce que dénonce l'association L214. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez déjà vu leurs images dans les journaux télévisés. Des vidéos difficilement soutenables. Des animaux maltraités, mal anesthésiés et parfois torturés avant leur mise à mort. Des images chocs, comme ces cochons qui sont gazés et meurent dans d'atroces souffrances. En quelques années, cette modeste association est devenue la bête noire de l'industrie agroalimentaire. Ils ont accepté de nous dévoiler leurs secrets et leurs méthodes de travail. D'après un registre national d'élevage, on a Le choc des images pour défendre la cause animale, c'est aussi le choix de Sea Shepherd, une association qui lutte pour la protection des animaux marins. Elle est célèbre pour ses actions coup de poing contre les baleiniers. À sa tête, Paul Watson. Considéré comme un écoterroriste, il est recherché par Interpol, mais il a obtenu l'asile politique en France. Les personnes que nous combattons ont beaucoup d'argent, et ce sont leurs agences de communication qui nous traitent de pirates et d'éco-terroristes. Sa botte secrète, les stars, qui l'aident à médiatiser sa cause et à lever des fonds pour mener ses campagnes. Ces bateaux sillonnent les mers du monde pour lutter contre la pêche illégale. Nous avons pu embarquer avec l'une de ses équipes. Ces personnes ne savent pas faire. S'ils ne meurent pas dans les filets, ces requins meurent quand ils sont trimballés et rejetés à l'eau. Pendant 6 mois, nous avons suivi à travers le monde le travail de ces militants qui luttent pour que le droit des animaux soit enfin reconnu. C'est à Lyon que nous retrouvons Sébastien, le militant qui se bat contre les abattoirs et les élevages industriels. Cet ancien instituteur a quitté son emploi pour se consacrer à temps plein à son combat. Coucou, j'ai fait plein les courses. Lui et sa compagne, Brigitte, sont ce qu'on appelle aujourd'hui des véganes. Non seulement ils ne consomment aucune viande ni aucun poisson, mais ils ont aussi retiré de leur alimentation tout produit d'origine animale, comme le lait, le miel ou les œufs. C'est une quiche, hein, c'est une bête quiche, sauf que les lardons sont remplacés par là du tofu fumé, mais celui qu'on préfère c'est le tofu amande sésame, qui est vraiment le meilleur. Une quiche sans lardons, sans œufs, mais aussi sans crème ni fromage. À la place, du lait de soja et de la farine de maïs. C'est magique, ça s'adapte aussi aux tartes sucrées. Allez, une autre fois, je vous ferai ma tarte au pois, qui commence à être légendaire. À ses côtés, Sébastien s'attaque à un autre challenge, une mousse au chocolat sans œufs, qu'il va réussir grâce au jus contenu dans cette boîte de pois chiches. Et le jus là, qui est là, quand on le bat, on va avoir le même effet que des œufs en neige. C'est un truc incroyable. Pour que ça réussisse, il faut juste que les pois chiches soient au frais. Tout
sont devenus des experts. Et 5 minutes plus tard, voici le résultat. Des œufs en neige, sans œufs, pour une mousse au chocolat plus vraie que nature, mais végane. Cela fait des années que Brigitte et Sébastien ont banni tout aliment d'origine animale, sans aucun problème pour leur santé ou celle de leurs 2 enfants. Comme on nous a tellement bourré le crâne à nous dire qu'on allait avoir des carences, on fait souvent des tests, souvent. Maintenant, on a vachement espacé, mais tous les 3 à 4 ans, on fait un test sanguin pour savoir où on en est. Et souvent, c'est « Oh, bah, très très bien. Voilà, merci. » Il y a 20 ans en arrière, j'avais trop de cholestérol, j'avais pas assez de fer. Et maintenant, j'ai un petit peu plus de fer, je suis toujours en dessous, comme beaucoup de Françaises. Par contre, au niveau du cholestérol, nickel. Brigitte et Sébastien, c'est 25 ans de lutte pour la cause animale. 25 ans de manifs et de militantisme. Ils rêvent d'un monde où l'homme ne consommerait plus ni viande, ni poisson. Il y a 8 ans, ils créent L214, à partir d'un constat très simple. Il manque une association qui soit centrée sur les animaux d'élevage, qui représente 99% des animaux exploités par les êtres humains, quoi. Et ça représente 1000 milliards de poissons, 60 milliards d'animaux terrestres, enfin, c'est juste énorme. L'idée d'une association qui ne va pas cacher son objectif de dire on abolit l'élevage, la pêche, les abattoirs. On ose questionner, soulever ce tabou, de dire non, il y a quelque chose d'injuste, il y a quelque chose d'immoral dans notre façon de consommer, de considérer les animaux comme une ressource alimentaire. Ce nom, L214, est la référence à l'article du Code rural qui reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles. Et aujourd'hui, leur combat séduit de plus en plus de Français. L'association compte 20 000 adhérents et a reçu plus d'1 million d'euros cette année. Le quartier général de L214 est situé dans le centre-ville de Lyon. Un local discret de 30 mètres carrés, d'où partent toutes leurs campagnes. J'ai toujours une tasse de café à côté de moi. L'association compte 16 salariés, des militants payés au SMIC, comme Brigitte et Sébastien. Aujourd'hui, ils travaillent sur l'affaire de l'élevage industriel de poules pondeuses. Ensemble, tous réfléchissent à la meilleure manière d'exploiter ces images. Pour alerter l'opinion publique, ils ne vont pas communiquer sur la souffrance des poules pondeuses, mais plutôt sur les conditions d'hygiène dans lesquelles ces œufs sont produits. L'œuf en fond de cage, là, il est terrible. Il est fossilisé aussi, l'œuf. Sébastien veut alerter les consommateurs, car ces œufs, au milieu des cadavres de poules et couverts de chiures de mouches, sont bel et bien en vente dans les supermarchés. Pour le prouver, Sébastien va utiliser le code rouge qui est inscrit sur tous les œufs vendus dans le commerce. Le premier chiffre indique le type d'élevage dans lequel il a été produit. Par exemple, 3 pour un élevage en batterie. Les 2 lettres suivantes sont pour le pays, FR pour France. Enfin, les lettres et les chiffres suivants permettent d'identifier l'exploitation. Et chaque élevage, en fait, a un code qui lui est associé, qui lui est propre. Sur le GAEC du Péra, voilà. Ici, on a les codes, donc c'est AAB01, AAB02 et AAB03. C'est-à-dire qu'à une époque, il devait y avoir 3 bâtiments. C'est grâce à ce code que Sébastien va pouvoir retrouver les œufs produits par l'élevage. Voilà, AAB. Et si on trouve ces lettres-là sur les coquilles d'œufs, on saura que ça vient de cet élevage-là. Reste à les trouver dans les supermarchés. Donc là, je vais prendre une caméra cachée. Je ne vais pas vous montrer à quoi ça ressemble, parce que là, c'est une information interne, on va dire. Et puis là, on va filmer pour avoir une preuve. Parce que comme là, on va communiquer en disant « ces œufs-là sont chez Carrefour, Système U, Casino », il faut bien sûr qu'on ait les preuves. On ne peut pas annoncer les choses au hasard, donc il faut qu'on fasse ce travail de contrôle dans les supermarchés. Sans ces preuves, Sébastien sait qu'il risque un procès pour diffamation et une perte de crédibilité qui serait fatale à son association.
Alors ici, on a du label rouge. Label rouge, c'est plein air, donc c'est pas là, forcément. On a... Voilà, ça c'est de l'élevage en batterie. Voilà, on a un petit panier avec des œufs et une baguette, pondu en France. Alors voilà, il faut regarder sur l'œuf. Ici, voilà, il y a un code. Le premier chiffre 3, c'est le mode d'élevage, donc c'est de l'élevage en batterie. Nous on cherche AAB, donc c'est pas celui-là. Sébastien ne va pas avoir à chercher longtemps pour trouver les œufs du GAEC du Pérat. Alors le code, ah bah voilà, bingo. 3FR 11B03. Ces œufs sont les moins chers du rayon. 1 € les 10. Donc là on est à 10 centimes l'unité. Mais dans d'autres magasins, Sébastien va découvrir que ces mêmes œufs sont aussi vendus beaucoup plus cher, sous des marques réputées. On a trouvé les œufs du GAEC du Pérat, voilà, sur la marque Matine, en fait, donc une marque nationale, vendue 2 fois plus cher que Premier Prix, qui viennent exactement du même élevage, avec des belles couleurs, un beau soleil. Le slogan de Matine, c'est d'ailleurs les bons œufs, les yeux fermés. Effectivement, il faut avoir les yeux bien fermés pour pouvoir les acheter. Je pense que les consommateurs pensent qu'en achetant une marque, ils achètent plus de qualité. Sébastien va retrouver ses œufs vendus sous des marques différentes dans 5 grandes enseignes de la région lyonnaise. Désormais, il a tous les éléments nécessaires pour sortir l'affaire au grand jour et il sait déjà qu'elle va faire du bruit. Aujourd'hui, comme L214, tous les combattants de la cause animale ont appris à utiliser la vidéo comme une arme de guerre. Nous sommes à Cannes. Chaque année, au mois de mai, la ville vibre au rythme du festival du film international. Tapis rouge, actrices, paillettes, voitures de luxe et bien sûr, dans la baie, des yachts hors de prix. Mais dans ce décor glamour, un bateau fait tache. Avec sa peinture camouflage et ses dents de requin, le Sam Simon ressemble à un navire de guerre. Il fait partie de la flotte de Sea Shepherd, l'organisation internationale spécialisée dans la protection des baleines et de tous les animaux marins. À son bord, le capitaine Paul Watson, un Canadien de 65 ans devenu célèbre pour ses actions coup de poing en pleine mer. Son étendard, un drapeau de pirate. Depuis 40 ans, il traque les chasseurs de baleines sur toutes les mers du monde. Sa cible, les immenses bateaux-usines japonais qui tuent chaque année plusieurs centaines de cétacés. Pour les empêcher de chasser, le capitaine n'hésite pas à utiliser des méthodes choc. Et parfois, cela tourne à l'affrontement, comme ici, en février 2009, dans l'Antarctique. Un bateau de Sea Shepherd est à la poursuite de 2 baleiniers japonais. Ceux-ci tentent de le repousser avec des canons à eau. Les activistes vont alors foncer sur les pêcheurs et éperonner leur navire. Autre scène, toujours dans l'Antarctique. Le bateau de Sea Shepherd poursuit un baleinier qui pêche dans une zone où les baleines sont normalement protégées. Il tente d'empêcher le pétrolier, le bateau rouge, de ravitailler le gigantesque bateau-usine. Mais cette fois-ci, les Japonais ne vont pas se laisser faire. Ils prennent en étau le bateau des activistes. Les Japonais vont même lancer une grenade aveuglante et assourdissante. Il n'y aura aucun blessé. Le drame est évité de justesse. Ces scènes de bataille navale ont forgé la légende de Sea Shepherd. Mais elles valent aujourd'hui à Paul Watson d'être recherché par Interpol pour destruction de matériel et entrave à l'activité commerciale des baleiniers. Pour l'instant, la France et les États-Unis lui ont offert l'asile et refusent de l'extrader.
Les personnes à qui on s'oppose ont beaucoup d'argent et des agences de communication très efficaces. Ce sont elles qui nous ont qualifiés de pirates et d'éco-terroristes. Ça va faire bientôt 40 ans que nous agissons et nous n'avons jamais blessé personne. Notre casier judiciaire est vierge. On pratique une agressivité non violente. Nous sommes agressifs, mais nous ne faisons de mal à personne. Cette image de corsaire des mers a fait de lui une véritable star, à qui ces petits canois veulent rendre hommage. Comment ça va? Exceptionnellement, l'équipage les autorise à monter à bord. Oh, sorry. Tim. Eh bien, bonjour, Tim. Hello, my name is Dorian. Dorian? Oh, nice to meet Ah, you. enchanté, Lorraine. Arrête. C'est la première fois que vous le rencontrez? Oui. Vous faites quoi? Ça fait très bizarre. Et je suis très content. Well, thank you Bon, very merci, much. les gars. On a même fait un exposé sur... Quel âge as-tu? Ton âge? 11? 11? Et toi? Dans 7 ans, ils pourront nous rejoindre. Nice to meet you. Ravi de vous avoir rencontré. Okay, thanks. Thanks. Il va bien dormir ce soir. My experience in Chaque jour en France, je rencontre des personnes qui soutiennent notre action. Bon, elles veulent des photos, des autographes et des choses comme ça. C'est un peu comme si j'étais une rockstar en fait. Mais j'apprécie surtout le fait qu'elles comprennent ce que nous faisons. Voici Paul Watson, il y a 45 ans. Nous sommes en 1971, il a 21 ans et il participe à la création de Greenpeace. Lors d'une mission en mer, il va être témoin de la mort d'une baleine tuée par des chasseurs. Nom de Dieu, c'est un bébé baleine. Il mesure combien? Quelle est sa taille? Quoi? Sa taille? Environ 5 mètres et demi. Cette expérience va le marquer à vie. Il décide de vouer son existence à la défense des animaux marins. Toujours dans les années 70, on le retrouve sur la banquise pour dénoncer le massacre des bébés phoques. C'est lors d'une de ses missions, en 1977, qu'il croise Brigitte Bardot, dont la renommée internationale va aider à médiatiser la cause dans le monde entier. Lors de ses campagnes, Paul Watson se fait remarquer par ses coups d'éclat, comme lorsqu'il fait barrage avec son corps pour empêcher le bateau des chasseurs de phoques d'avancer sur la banquise. Mais il n'hésite pas aussi un jour à risquer sa vie en empêchant un bateau de charger les peaux des animaux tués. Immergé plusieurs fois dans l'eau glacée, il manque de mourir. Ces actions radicales ne plaisent pas à tout le monde. Greenpeace le trouve incontrôlable et décide de l'exclure. Paul Watson va alors fonder Sea Shepherd, une organisation à son image, radicale et va-t-en-guerre. Mais il a retenu une leçon de son expérience chez Greenpeace. La caméra est l'arme la plus puissante qui ait jamais été inventée. Si un événement n'est pas filmé, c'est qu'il n'a pas existé. Et j'ai compris ça au tout début. C'est devenu évident quand Brigitte Bardot est venue sur la banquise avec nous. Et j'ai vu le pouvoir qu'elle avait pour faire passer un message. J'ai vu comment elle réussissait à utiliser la caméra. On vit dans une culture de l'image. Je vais vous paraître un peu cynique, mais pour les médias, il faut 4 éléments. Du sexe, du scandale, de la violence et des célébrités. Si tu n'as aucun de ces éléments, ton histoire ne marche pas. C'est pour ça qu'on essaye de fournir le maximum de ces ingrédients. Une célébrité, avec une image de sex symbole et une aura de scandale, Pamela Anderson a tout pour plaire aux médias et donc au capitaine Watson. C'est avec elle qu'il compte faire le buzz à Cannes. La star d'Alerte à Malibu est végétarienne et milite depuis plus de 20 ans pour la cause animale. Elle soutient Sea Shepherd. Alors Paul Watson veut profiter de sa présence à Cannes pour sensibiliser le grand public
au sort des dauphins et des orques enfermés dans les parcs aquatiques. Et pour cela, Pamela va se livrer à une petite expérience devant les journalistes. Hi. Hello. How are you? Good. How are you? Good. Alors, l'idée, c'est que tu ailles dans le camion quelques minutes. Je vais t'accompagner. On va fermer, bien sûr, puis on redescendra sur la plage pour la conférence de presse. Et tu pourras dire ce que tu as ressenti. Pamela va jouer le rôle du cobaye. Oh mon Dieu, c'est effrayant! Elle va être enfermée dans ce caisson qui est censé recréer les conditions de vie des dauphins emprisonnés dans des bassins en béton. Il fait chaud, des enceintes diffusent une musique en boucle assourdissante et les miroirs qui renvoient l'image à l'infini créent un sentiment d'oppression. Comment vous sentez-vous? C'est terrible. C'est ce que supportent les orques toute leur vie. Il fait vraiment chaud. C'est fou. À sa sortie, en vrai professionnel, Pamela se prête au jeu des photographes. Pourquoi vouliez-vous être ici aujourd'hui? Je veux dénoncer les formes de captivité pour les baleines et les dauphins. C'est quoi le but de ce caisson? C'est de montrer comment vivent les orques en captivité toute leur vie et de le faire tester aux gens pour qu'après, peut-être, ils réfléchissent à 2 fois avant d'aller dans les parcs aquatiques. Merci. Quelques minutes plus tard, Paul Watson rejoint l'actrice pour une conférence de presse organisée sur la plage. Il veut profiter de la présence des journalistes venus en nombre du monde entier pour couvrir le festival de Cannes. Pamela va lui permettre de médiatiser son combat. C'est ainsi, grâce au soutien de nombreuses stars internationales, que Paul Watson réussit à récolter chaque année près de 15 millions d'euros. Mais aujourd'hui, pour le vieux loup de mer, plus question de sillonner les océans. Poursuivi par Interpol, il ne peut plus quitter les eaux territoriales françaises. Alors pendant qu'il se charge des relations publiques à Cannes, ce sont ses équipes, à l'autre bout du monde, qui poursuivent sa mission. Direction l'océan Atlantique, au large de l'Afrique, dans les eaux territoriales du Gabon. Même dents de requin à la proue, même silhouette agressive, voici le Bob Barker, l'un des 9 autres navires de la flotte de Sea Shepherd. Dans cette partie de l'océan Atlantique, des centaines de navires venus du monde entier viennent au printemps pour pêcher le thon albacore, le thon que l'on retrouve le plus souvent commercialisé dans nos boîtes de conserve. Une pêche industrielle réalisée avec de gigantesques filets. La mission de Sea Shepherd, vérifier que les bateaux respectent les quotas et que les équipages rejettent bien à l'eau toutes les autres espèces capturées dans leurs filets, comme les requins ou les baleines. L'opération va durer 5 mois. Mais cette fois-ci, pour l'équipage, pas question de jouer les pirates des mers. C'est une opération légale, menée à la demande du gouvernement gabonais, qui, pour l'occasion, a même décidé d'assurer la sécurité du bateau avec une escorte plutôt musclée. C'est bon. T'inquiète. Moi, vous êtes bien équipés là, hein? Ça va aller. C'est nécessaire ça? Pourquoi pas? Ouais, forcément. Pour la sécurité. On est militaires ou pas? Oui. Ces 7 militaires gabonais viennent prêter main forte à l'équipage dans leur lutte contre les braconniers. Car les militants de Sea Shepherd vont devoir monter sur les bateaux des pêcheurs. Et en pleine mer, on ne sait pas toujours sur qui on peut tomber. À Lyon, L214 vient de lancer sa grande offensive.
La vidéo sur l'élevage industriel des poules pondeuses a été envoyée à toutes les rédactions des principaux médias français. Très vite, les journalistes rappellent. Il y a des animaux qui sont enfermés dans cet élevage. Enfin, qui va témoigner pour eux si on n'ose pas le faire, quoi. C'est Brigitte, en tant que responsable de la communication, qui répond aux premières interviews. Et puis à bientôt. Oui, pas avant demain matin, c'est bon, c'est pour... Brigitte veut que l'information sorte demain matin dans tous les médias en même temps. Une stratégie de communication que le couple a appris sur le tas. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir. Par rapport au tout début, où on avait des communiqués de presse qui faisaient 4 pages, enfin, je veux dire, on a appris à synthétiser, on a appris à écrire simplement un communiqué de presse, à transmettre de l'information. On a appris à prendre notre téléphone et puis à oser appeler, chose qu'on n'osait pas faire forcément au début. On attendait qu'ils nous rappellent. Maintenant, on ose aller les solliciter pour leur demander est-ce que cette information vous intéresse, tout simplement, quoi. En bons communicants, ils ont appris à trouver les chiffres ou les formules qui feront mouche auprès du grand public. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élevage encore comme ça en France, d'élevage de poules en cage? Oui, ça concerne encore 7 poules sur 10 qui sont enfermées dans des cages. Comme si c'était des simples objets dont il fallait prendre aucune considération. Donc c'est plutôt de la tristesse et puis... Et dès que Brigitte est en difficulté, Sébastien vient à son secours. Ou enfin il essaie. Il y a Sébastien qui essaye de me souffler des trucs. Ça marche pas, ça ne marche pas, c'est nul. Journalistes de presse écrite, de radio et de télévision, tous semblent avoir mordu à l'hameçon. Et le lendemain, l'affaire va prendre des proportions que ni Sébastien ni Brigitte n'avaient osé espérer. Après les abattoirs, les membres de l'association L214, qui mériteraient d'être classés d'utilité publique, ont pu tourner ces images dans un élevage de lin. Dans les cages, des animaux morts, en état de décomposition. Ce sont des asticots qui sont... Dès le matin, les extraits de la vidéo de L214 tournent en boucle sur les télés et les radios. Une dizaine de poules par cage, à peu près l'équivalent d'une feuille A4 par poule. Et comme l'espéraient Brigitte et Sébastien, ces images permettent de relancer plus largement le débat sur la cause animale. Il faut parler de la mort des animaux, il faut parler de leur souffrance. On sait qu'on n'a pas besoin de produits d'origine animale pour se nourrir et on continue de mettre en esclavage ces animaux, d'en tuer 3 millions par jour. Devant l'ampleur du scandale, le ministre de l'Agriculture lui-même est obligé de réagir. C'est insupportable pour le ministre, mais aussi pour toute la profession, d'avoir ce type d'éleveur qui se... Je vois tout à fait le type d'élevage que c'est, mais surtout d'éleveur que c'est. Négligent, qui fait pas bien son travail. Résultat de tout ça, ça sort dans la presse. Résultat de tout ça, c'est tout l'élevage qui est mis en cause. Donc je serai obligé de prendre des décisions. Et s'il le faut, je fermerai cet élevage. Dès 7h du matin, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a elle aussi réagi sur Twitter. J'ai demandé au préfet de l'Ain, inspection et décision dans la journée. Les élevages géants vont tous être contrôlés. Intolérable. À 9h du matin, alors que les images tournent encore sur toutes les télévisions, les inspecteurs de la préfecture commencent leur visite. Sébastien se rend sur place. Les journalistes sont déjà là. Bonjour, désolé, j'ai pris un peu plus de temps. Les gens du voisinage, eux aussi, se sont déplacés. À cause des cadavres de poules, ils sont envahis par les mouches depuis des années et ils n'en peuvent plus. J'ai refait ma maison l'année dernière. Je faisais la peinture dans ma chambre. J'ai pris la photo, je peux même vous l'envoyer pour confirmer tout ça. J'ai 50 mouches sur ma nouvelle peinture que je viens de faire. Collées. Sur la peinture. Et vu ce que la vidéo que vous avez vue, moi je me soupçonnais que ça marchait pas comme il faut. Mais de là à voir tout ce qu'on a vu dans la vidéo de L214, ça m'étonne pas qu'on se retrouve avec des invasions de mouches. Je veux bien vivre à la campagne avec 2-3 mouches. Mais là, on parle d'un ruban collé tous les 2 jours, enlevé tous les 2 jours, avec des portes et des fenêtres fermées en campagne. 1 heure plus tard, le directeur des services vétérinaires de la préfecture a fini son inspection. Une activité comme ça de poule industrielle, cette situation-là, c'est normal de voir ça.
Les obligations sont claires. L'enlèvement des cadavres doit être quotidien. Qu'on constate ça chez un éleveur, c'est une situation qui n'est pas bien gérée. Donc il y a un manque de professionnalisme. Donc ça n'a rien à voir avec une généralisation à avoir sur les élevages industriels. Nous sommes sur un cas particulier. Et c'est sur ce cas particulier qu'il y aura des propositions qui seront faites au procureur, au préfet et au ministre. Reste à savoir comment vont réagir les sociétés qui commercialisent les œufs de cet élevage. Et en particulier son principal client. Souvenez-vous, la marque Matine, repérée par Sébastien. Ce camion vient comme chaque jour collecter la ponte de la veille. Mais cette fois-ci, le chargement se fait à l'abri des regards. A priori, donc, Brigitte vient de m'apprendre que Matine a arrêté de s'approvisionner dans cet élevage, donc j'attends confirmation. Est-ce que c'est définitif ou voilà, mais voilà. Donc j'étais en train de regarder les infos. Je pense qu'a priori ils réagissent. On va voir ça. Le chauffeur du camion confirme les déclarations de Matine. On m'a donné ordre de ne pas charger. Les emballages. Ah, on vous a donné ordre de ne pas charger. Quand? Ce matin. Ah oui, d'accord. Donc vous allez partir à vide? Non, j'ai d'autres clients. Ah, d'autres clients? Voilà. D'accord. Mais pas Matine. Mais pas Matine. Quelques heures plus tard, la marque Matine annoncera qu'elle retire des supermarchés 2 millions d'œufs qu'elle avait achetés ici. L'élevage a été fermé le soir même sur décision du préfet. Depuis, il a été autorisé à réouvrir avec un autre exploitant. Après 4 mois d'enquête et une vidéo de seulement 3 minutes 30, L214 a réussi son pari. Révéler les coulisses des élevages industriels, créer un électrochoc dans la population et peut-être, qui sait, inciter certains à devenir végétariens. Au large du Gabon, le navire de Sea Shepherd a atteint la pleine mer. Les zones de pêche, là où les thons se reproduisent. Et déjà, à l'horizon, un chalutier attire leur attention. Il est en train de remonter ses filets. C'est le moment idéal pour lancer un contrôle. Lucas, c'est Jack. C'est là que Jack intervient. Il a 27 ans, il est américain. Hey Chris, tu veux bien t'équiper pour monter à bord? Bien sûr. À bord, c'est le responsable des opérations. Cela fait 5 ans qu'il travaille pour Sea Shepherd. Il passe entre 7 et 9 mois par an sur toutes les mers du monde. Décale un peu vers l'arrière. Tenez les cordes et bloquez-les. Avant, il était responsable des achats pour une chaîne de magasins bio aux États-Unis. Puis un jour, il a eu le déclic. Quand je vivais au Texas, je travaillais pour Whole Food Market. J'avais une vie banale, je bossais de 9h à 17h. J'avais un appartement sympa et une copine. Puis, j'ai réalisé que cela n'était pas la vie à laquelle j'aspirais. Ce n'était pas la vie que je voulais. Je militais déjà pour la défense des animaux. J'étais vegan, mais je voulais plus m'impliquer. Donc un jour, j'ai quitté mon boulot, mon appartement, j'ai vendu ma voiture et je suis devenu activiste à plein temps. L'équipage est entraîné pour mettre à l'eau le Zodiac en moins de 10 minutes. Mais comme ils sont en mission officielle, ils doivent d'abord demander l'accord du capitaine du chalutier pour monter à bord. Bonjour monsieur, c'est la marine gabonaise en collaboration avec l'agence de pêche et Sea Shepherd. Nous désirons inspecter votre vaisseau, nous serons là dans quelques minutes. Est-ce que c'est OK pour vous? Des militaires armés embarquent aux côtés de Jack au cas où les choses tourneraient mal. Dans ce genre d'opération, la rapidité et l'effet de surprise sont les clés du succès. Si ce bateau fait de la pêche illégale, les militants veulent le prendre en flagrant délit. Sur le Zodiac, Alexandra, la caméra woman de l'expédition. Elle doit filmer toute l'opération. Sur le pont, c'est le branle-bas de combat. Nous sommes sur un bateau espagnol, mais l'équipage a été recruté en Afrique. Les marins sont en train de remonter le filet. L'opération va prendre plus d'1 heure. Pendant ce temps, sur le Zodiac, Jack envoie 2 plongeurs
pour essayer de voir si des espèces protégées sont prisonnières des filets. Il y a toujours un risque avec ce qu'on fait là. Alors on s'entoure toujours de nageurs et de plongeurs expérimentés pour ce genre d'action. Équipés de caméras et d'appareils photo, les plongeurs repèrent très vite un requin marteau et ce requin bleu, pris au piège au milieu des thons. Mais Sea Shepherd n'a pas le droit d'interrompre le travail des pêcheurs. Ils ne peuvent pas libérer les requins. Ils doivent attendre que le filet soit intégralement remonté. C'est compliqué quand des requins sont dans les filets. Parfois, ils arrivent à survivre. Mais d'autres fois, ils sont écrasés par le poids des thons qui se débattent pour s'échapper. C'est vraiment la loterie. Le filet contient plusieurs tonnes de poissons. Alors les pêcheurs le vident progressivement avec cette espèce de panier. Quand il ne referme que des thons, il est vidé directement dans les cales du navire. Direction les chambres froides. Caméra au point, Alexandra surveille les manœuvres. Car lorsqu'il y a une espèce protégée, comme ce requin marteau, les pêcheurs ont l'obligation de le remettre à l'eau immédiatement. Ça arrive souvent qu'il y ait des requins? Oui, tout le temps. En fait, c'est très rare qu'il n'y ait pas un requin dans les filets. Et c'est encore plus dingue qu'ils parviennent à survivre à cette folie. Quelques minutes plus tard, c'est le tour du requin bleu, repéré par les plongeurs. Non, 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 non. Oui, voilà. Non, 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 non. Par les nageoires. La majorité des membres de l'équipage ne sait pas comment manipuler un requin. Ils mettent leurs mains dans les branchies, ils les trimballent, les balancent. Il vaut mieux les prendre par les nageoires pour les jeter par-dessus bord. Ces personnes ne savent pas faire. S'ils ne meurent pas dans les filets, ces requins meurent quand ils sont trimballés et rejetés à l'eau. Le requin a retrouvé son élément naturel. Mais les thons, eux, n'auront pas cette chance. Ils agonisent sur le pont. Une scène que Alexandra a du mal à supporter. C'est dur. Vraiment dur à vivre. Les thons meurent sous nos yeux. On voit bien qu'ils essaient désespérément de respirer. Ils se battent pour survivre. Ce ne sont pas des objets inanimés. Ils sentent les choses, ça se voit. C'est très dur d'être ici comme témoin et de ne pas pouvoir faire autre chose que de filmer. Mais on fait ce qu'on peut. Alexandra va diffuser ces images sur le site internet de Sea Shepherd. Si ce n'est pas filmé, c'est comme si cela n'avait jamais existé. Nous sommes seuls ici au milieu de l'océan, alors si ce n'est pas filmé, les gens ne le verront jamais. Sur le Zodiac, Julian, le plongeur, est soulagé. Le requin bleu a survécu. J'ai vu le requin bleu nager dans l'eau, vivant. Il est venu dans ma direction, puis s'est éloigné. C'était magnifique. C'est pour des moments comme ça qu'on fait ce boulot. L'équipage du Bob Barker est composé de 19 militants de Sea Shepherd, venus du monde entier. Alexandra, la caméra woman, est espagnole. Elle a 24 ans. Bonjour. Cette étudiante en communication a rejoint l'association il y a 10 mois. Elle est bénévole. Grâce à ces images, elle veut dénoncer sur les réseaux sociaux les ravages de la pêche industrielle. Nous voulons révéler au monde la souffrance des animaux. Si on montre aux gens ce qui se cache derrière un steak de thon ou une boîte de conserve, peut-être qu'ils remettront en cause leur façon de se nourrir. Dans les eaux gabonaises, les militants de Sea Shepherd multiplient les inspections. Ils veulent jouer sur la peur du gendarme pour décourager toute tentative de braconnage. Sur ce bateau, la pêche est terminée et les filets sont remontés.
Alors direction le ventre du bateau, les chambres froides, là où est entreposé le poisson. Ça sent tellement mauvais. Je suis allée sur plus d'une quarantaine de ces bateaux, mais je crois que je ne m'habituerai jamais à l'odeur. C'est une infection. Les thons sont répartis dans différents bassins d'eau glacée. L'équipe vérifie que la pêche correspond bien à ce qui a été déclaré par le capitaine. Prends ça. On va vérifier la longueur. Les thons ne doivent pas dépasser 1,52 m. C'est bon, 1,44 m. Mais ces inspections servent aussi à vérifier qu'il n'y a pas d'espèces protégées dans les chambres froides. Quelques semaines après notre tournage, sur un bateau espagnol, Alexandra découvrira des requins bleus entreposés dans la cale. Et surtout, des milliers d'ailerons découpés et déjà congelés. Utilisés dans la cuisine et la médecine traditionnelle chinoise, ils se revendent près de 300 € le kilo. La cargaison a été détruite et le bateau immobilisé à quai par les autorités. Aujourd'hui, une instruction est en cours. Mais pour pouvoir interpeller un seul braconnier, les équipes de Sea Shepherd savent qu'ils doivent multiplier les inspections. Tenez-le bien. Serrez fort. Doucement. C'est bon. Sur le bateau, évidemment, pas question de manger du poisson. Tous les produits d'origine animale sont bannis sur les missions de Sea Shepherd. Mais en cuisine, Michel arrive quand même à élaborer des plats riches en protéines. C'est quoi ? Ce sont des protéines végétales. C'est un style de viande végane. C'est très goûteux, très bon. On en met dans les sandwichs, les pizzas, dans plein de choses. Michel est anglaise. Elle a 25 ans et c'est sa première mission en mer. Elle a tout quitté pour devenir commis de cuisine bénévole sur ce bateau. J'ai quitté mon travail pour pouvoir venir ici. Avant, j'étais contrôleur pour une marque de cosmétiques vegan et végétarien. Michel a découvert l'existence de Sea Shepherd en visionnant un documentaire consacré au massacre des baleines. Dès que j'ai su ce qui se passait, je me suis dit « Waouh, comment se fait-il que je ne savais pas ça ?» Une fois que j'ai su, il m'était impossible de rester les bras croisés. Et si elle a choisi cette mission, c'est aussi dans l'espoir de pouvoir observer en vrai les grands mammifères marins dont elle est fan. J'ai 2 tatouages, un dauphin et une baleine à bosse, des créatures tellement incroyables. Elles sont si belles et majestueuses. Ça me dépasse complètement de voir que des gens les massacrent sans raison. À midi pile, tout le monde se retrouve pour déjeuner. Mais pour certains passagers, ce genre de nourriture est une surprise. Ça, ce sont des bagels. Et là, c'est de la fausse viande, un peu comme du jambon en fait. Puis tomates, épinards, betteraves, champignons, avocats, pastèques et pommes de terre. En général, nos menus au Gabon, il n'y a rien de tout ça. Ah non, au Gabon, il n'y a pas de végétariens. Tu as reconnu seulement le patatos. Ah, mon frère, patatos. Après, quand vous allez revenir à terre, vous allez rester végétarien, ça? Non, ça peut pas changer. Il faut bien qu'on rattrape tout ce qu'on a perdu. Même pendant les repas, l'équipage reste aux aguets. Dans la cabine de pilotage, les militants sont intrigués par un navire. Il y a quelque chose. Là où il remonte le filet, il y a une nageoire ou quelque chose qui y ressemble. Oui, c'est une nageoire de requin. Mais avant d'envoyer le Zodiac, le capitaine veut vérifier l'information avec un drone. Le bateau de pêche est à 900 mètres. Je peux le faire voler jusqu'à 2 km. Cela nous offre une bonne visibilité, mieux qu'avec des jumelles. Sur le pont,
Les marins semblent inquiets, car c'est un immense requin-baleine qui est prisonnier de leur filet. C'est le plus gros des poissons. À l'âge adulte, il mesure 20 mètres de long et pèse 30 tonnes. La taille d'une baleine. Pour le libérer, un membre de l'équipage n'a pas hésité à plonger. Accroché au filet, il tente de libérer l'animal. Les pêcheurs semblent contrôler la situation. Sea Shepherd décide de ne pas intervenir. Finalement, au bout de 30 minutes d'effort, le marin réussit à libérer le requin. Mais l'animal est blessé. Il est vivant? Oui, il était vivant, il nageait. Il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sang, mais il est parti. Il nageait sur le ventre. Plusieurs fois durant cette mission, l'équipage de Sea Shepherd va devoir intervenir directement. Car parfois, l'animal est emmêlé dans le filet. Ce jour-là, c'est encore un requin-baleine de 15 mètres de long. L'animal est trop lourd pour être remonté sur le bateau. Les plongeurs de Sea Shepherd vont alors devoir cisailler les mailles du filet, une par une, pour que le requin-baleine retrouve enfin sa liberté, sain et sauf. Et c'est aussi pour ces contacts privilégiés avec les animaux marins que les militants de Sea Shepherd sont prêts à passer des mois en mer. Entre juillet et septembre, au large du Gabon, c'est la saison des baleines à bosse. Elles sont près de 10 000 à remonter de l'Antarctique pour se reproduire dans les eaux chaudes de l'océan Atlantique. C'est incroyable, non? C'est dingue. Je suis si heureuse. C'est émouvant. L'équipage vit un moment exceptionnel. Une baleine s'amuse juste à côté du bateau. Normalement, on ne voit que le souffle à quelques kilomètres. C'est le plus fréquent. C'est hallucinant de la voir s'amuser comme ça. Elle est super proche. Quand elles sont prêtes à s'accoupler, elles frappent l'eau avec leur queue pour appeler une autre baleine, je pense. Pour tous ces militants, approcher ces animaux d'aussi près n'a pas de prix. C'est pour ça qu'on fait ce travail. Pour qu'elles soient libres, comme ça. Sea Shepherd va patrouiller pendant 5 mois dans les eaux gabonaises. Puis direction l'Antarctique pour un nouveau bras de fer contre les chasseurs de baleines japonais.